Si on a vu dans la première partie de la matinée, notamment avec plusieurs interventions, que des moyens d'adaptation sont possibles, en prenant en compte l'existant et les futurs possibles, il y a aussi une attitude qui consiste à essayer d'atténuer ce changement climatique que l'on subit. Et donc là, il ne s'agit pas de revenir sur des valeurs qu'on a pu connaître dans le passé, mais il s'agit bien d'infléchir la courbe qu'on vous a présentée, et donc de se trouver dans un scénario de changement climatique moins catastrophique que ce qu'on peut anticiper. Donc par rapport à ça, effectivement, chacun, à l'échelle individuelle ou collective, peut se poser la question de ses moyens d'action. Puisque là, il ne s'agit pas de prendre des grandes décisions qui au niveau politique, concerneraient tout le monde, mais bien dans nos pratiques aujourd'hui et demain, de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire et compenser nos émissions de carbone. Alors aujourd'hui, on est dans un colloque viticole, donc on va regarder ce qu'on peut envisager au niveau viticole strictement. Alors on peut se poser la question de compenser nos émissions ou de les réduire, les deux allant dans le même sens finalement, la limitation de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, responsable en partie du changement climatique. Alors je vais vous parler de ces deux aspects, compenser et réduire. Alors compenser, c'est d'une part prendre en considération le fait que les pratiques agricoles sont un moyen de capter du carbone. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est la photosynthèse, c'est tout bête. Mais voilà, donc ce qu'on fait au niveau du vignoble peut participer à la captation du carbone atmosphérique. Et donc je vais vous développer tout à l'heure ce qu'est l'initiative 4 pour 1000. Certains d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler. Et puis le volet réduction des émissions, c'est que tout simplement, on peut prendre en considération le fait qu'il existe des leviers réels pour consommer moins d'énergie au vignoble, et éventuellement au chai, mais c'est encore un autre sujet. Donc, ces leviers que je vais développer tout à l'heure sont au niveau des stratégies d'entretien du vignoble, au niveau des réglages des matériels, au niveau des choix d'équipement, et on voit que l'agroéquipement évolue, et puis au niveau des technologies qui vont rentrer petit à petit dans les équipements, et on va parler en particulier de tout ce qu'on peut attendre ou pas de la motricité électrique. Alors commençons tout de suite par l'initiative 4 pour 1000. Alors qu'est-ce que c'est l'initiative 4 pour 1000 concrètement? Donc c'est quelque chose qui est issu en fait de groupes de réflexion lors de la COP 21 et qui consiste à considérer en fait que les émissions globales de l'activité humaine sur la planète représentent environ 9 gigatonnes de carbone par an. On peut considérer que le sol aussi, lui, permet de stocker 2400 gigatonnes de carbone. Le rapport entre les deux, voilà, c'est 4 pour 1000. 4 pour 1000, qu'est-ce que c'est 10 fois moins que 4%, donc c'est pas grand-chose. Et donc, l'idée de cette initiative 4 pour 1000, c'est de dire si nos pratiques peuvent permettre d'augmenter chaque année le stockage du sol en carbone de 4 pour 1000, eh bien finalement on est dans une forme de compensation du niveau actuel des émissions de carbone dans l'atmosphère. Alors c'est un concept très global, et donc après chacun peut le décliner à l'échelle de son impact, de son emprise territoriale éventuellement, pour voir comment il se situe. Alors, justement, quel est l'impact des pratiques d'entretien du sol au vignoble avec cette idée de 4 pour 1000 ? Donc, je vous présente aujourd'hui des résultats d'expérimentation qui viennent à la fois de l'INRA et du réseau matières organiques développé par l'IFV. On retombe heureusement sur des chiffres similaires entre ces deux sources d'informations. L'apport de carbone par hectare et par an d'un enherbement, alors qu'il soit semé, naturel, se situe un peu au-dessus des 300 kg par hectare et par an, que cet enherbement soit semé ou naturel. Donc c'est pas rien, mais on peut aussi apporter du carbone au sol par des apports de matières organiques, de compost, sous différentes formes.
Alors ces apports-là seront représentés donc par la partie orange de mon graphique. Vous voyez, on était tout à l'heure sur 300 kg à peu près par hectare et par an avec un enherbement naturel au semer. Suivant le niveau initial de carbone dans le sol, donc de matière organique, ça représente un pourcentage ou un pour 1000 plus ou moins important. Donc on voit qu'avec un enherbement semé dans un sol qui est déjà sur un taux de matière organique de 1,4%, l'objectif de 4 pour 1000 d'augmentation annuelle est très largement dépassé puisqu'on est à 14%. Avec un enherbement naturel sur un sol déjà à 1,7% de matière organique, le ratio est un peu inférieur, c'est normal, l'état initial étant supérieur. Et puis quand on a des apports de matière organique, là on est tout juste à 4 pour 1000 sur le même type de parcelle, avec un état initial à 1,7%. Sur des sols plus pauvres, avec des teneurs en carbone inférieures à 1% dans le sol, des apports donc de 4 tonnes, plus de 4 tonnes en fait, par hectare sur 4 ans, vont permettre, eux, de largement atteindre cet objectif de stockage annuel de 4 pour 1000. Alors tout ça, c'est très théorique, et c'est une façon de dire que les pratiques quand même au vignoble peuvent avoir un impact sur la participation globale de la filière à la captation de carbone en même temps qu'elle en émet. Alors justement, la filière, elle émet du carbone, pourquoi? Alors si on se concentre juste sur ce qui se passe à la vigne, la filière émet du carbone via les agroéquipements, via la consommation de carburants fossiles dans les agroéquipements. Les agroéquipements, à l'échelle de l'agriculture, c'est 26% des consommations de carburant. Et donc le GNR, c'est 60% des consommations d'énergie directe sur les exploitations. Après, suivant les matériels, vous avez une plage de consommation exprimée en litres par heure ou en litres par hectare qui est assez importante, de 7 litres par hectare à plus de 15 litres par hectare suivant les matériels, suivant l'intensité, la puissance demandée. Et donc, on va voir de quelle manière les choix qu'on peut faire à la fois sur les itinéraires, sur les réglages, sur les choix de matériel peuvent abaisser ces consommations. Donc, les leviers pour réduire ces émissions directes sont de 3 ordres pour moi. Il y a tout ce qui est pratique et technique, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a et on essaye d'optimiser. On va être sur des niveaux de raisonnement, de réglage, d'entretien, de combinaison de matériel pour sortir le tracteur finalement le moins souvent possible. Des notions d'éco-conduite aussi qui sont de plus en plus développées dans les formations pour les tracteuristes. Il y a des changements au niveau structurel, c'est-à-dire des choix d'équipement, des choix de mode de gestion du vignoble. Quand on fait appel globalement à plus d'enherbement, on travaille moins le sol et donc on a des itinéraires moins gourmands énergétiquement parlant. On verra qu'on pourra discuter de ce point tout à l'heure. Il y a tout ce qui est densité de plantation aussi. Aujourd'hui, il y a des vignobles très impliqués dans la réflexion sur ces sujets-là. Le vignoble champenois qui est en haute densité et qui a des consommations d'énergie au vignoble très importantes en lien avec ces hautes densités à 10 000 pieds hectares. Et donc, il se pose la question de passer en vigne large. Il se pose la question, ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller forcément, mais en tout cas, ça fait partie de la réflexion dans ce cadre-là, puisque moins de temps de traction à l'hectare, moins de temps de travaux, une motorisation aussi peut-être plus efficiente. Voilà. Et puis, il y a des leviers enfin, qui sont technologiques. Alors on va parler de l'efficience des motorisations, de tout ce qui peut être monitoring du vignoble et modulation du travail, pour avoir en fait une optimisation de l'intrant énergie en fonction de l'hétérogénéité constatée dans les parcelles, c'est une piste. Et puis pourquoi pas la robotique, puisqu'on voit que les solutions robotiques qui sont aujourd'hui seulement émergentes sont majoritairement électriques, voire hybrides, et en tout cas, quelle que soit la solution choisie, qui utilise beaucoup moins de puissance que la traction traditionnelle aujourd'hui utilisée. Alors, on ne va pas tout développer, ça prendrait trop de temps. Je vais focaliser un petit peu sur des éléments sur lesquels on a des références, des chiffres. Quand on parle de réglage sur les matériels, quand on parle de choix d'équipement, ou quand on parle de motorisation ou de robotique. Alors, si on fait un focus sur les réglages, d'abord, il faut être conscient qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées par les tracteuristes qui ne sont pas systématiquement,
comme le mode économique de la prise de force, qui consiste simplement à baisser le régime moteur pour toujours avoir les 540 tours à la prise de force, et en fonction du type de travail demandé, en fonction de la réserve de couple aussi sur le tracteur, c'est un mode qui peut apporter un certain nombre d'économies. Il y a la profondeur de travail. Quand on travaille sur justement le travail du sol, souvent on s'aperçoit qu'on est sur des profondeurs exagérées par rapport aux besoins réels de désherbage. Il y a des économies à la clé. La vitesse d'air en pulvérisation, c'est pareil, en fonction du moment d'intervention, de la densité de la haie foliaire, là aussi on a des sources d'économies non négligeables. Et enfin, tout simplement, la vitesse de travail. Alors la vitesse de travail, la vitesse est souvent associée à une augmentation de consommation. C'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour plein de choses. En matière de travail dans les parcelles, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que plus on arrive à avoir une vitesse optimisée, moins on passe de temps à la parcelle, et la consommation instantanée est très largement compensée par, finalement, le gain de temps à l'hectare. Alors, quelques ordres de grandeur, jusqu'à 30% d'économie avec un mode économique de la prise de force. La profondeur de travail, jusqu'à 50% d'économie de carburant pour un objectif de travail qui est souvent amélioré, quand on parle juste de désherbage. Je dis toujours qu'il faut faire attention à l'objectif de travail. Je ne dis pas dans l'absolu, ne travaillez pas profond. Il y a des moments où ça se justifie de demander un peu plus d'efforts. La vitesse d'air en pulvérisation, jusqu'à moins de 30% de consommation aussi. Alors surtout pour les premiers traitements, on ne va pas considérer ça comme un conseil pour toute la saison. Et puis la vitesse de travail, donc facteur majeur de baisse de consommation par hectare, doit rester compatible avec la qualité de travail. Et ça, c'est un petit peu nouveau dans ce qu'on dit aujourd'hui sur les itinéraires de culture et l'arrêt des herbicides, qui fait aussi partie de la réflexion en matière d'émissions carbone. On va sur des systèmes simplifiés, justement, pour éviter de passer trop de temps par hectare avec des outils qui sont un peu lents. Donc on va aller sur des outils simplifiés qui permettent de travailler vite. Un deuxième focus sur l'impact du choix de l'équipement. On ne va pas tout détailler, mais on peut montrer assez rapidement que le choix de la technologie sur un équipement est un facteur de surconsommation ou au contraire de maîtrise des consommations. Sur les effeuilleuses, par exemple, on va de moins de 5 litres par hectare jusqu'à presque 10 litres par hectare, suivant la technologie employée. La technologie la plus gourmande ici étant la technologie pneumatique. Sur les intercepts, c'est pareil. Plus on est sur des choses simplifiées, moins on va consommer. Donc de 2 litres par hectare jusqu'à plus de 12 litres par hectare, avec peut-être les solutions les plus impactantes sur la flore, mais aussi les plus lentes et les plus gourmandes parce qu'une centrale hydraulique est nécessaire, par exemple. Pour les pulvérisateurs, on a jusqu'à 18% d'écart en début de saison. Alors pas forcément à pleine charge, mais entre un pulvérisateur pneumatique, qui fait un brouillard très fin, et qui a besoin de vitesse d'air très importante, et du jet porté, qui utilise simplement une turbine et des buses. Voilà, je ne vais pas plus dans le détail que ça, mais aujourd'hui, c'est un critère de choix qui peut être pris en compte au moment du choix du matériel. Un dernier focus sur les technologies, avec plus de questions peut-être aujourd'hui que de réponses tranchées, mais il y a des travaux sur le tracteur électrique, il y a des travaux sur les robots électriques hybrides. Aujourd'hui, ce sont des solutions qui, objectivement, sont plus efficientes énergétiquement parlant, puisque la chaîne de traction électrique a un rendement proche des 90%, alors qu'une chaîne de traction mécanique a un rendement minable, pardon de le dire, mais si on fait la somme des pertes de charge entre la consommation de carburant dans le moteur, l'hydraulique, etc., on a l'impression d'avoir une puissance infinie, mais on a un rendement proche de 16%. C'est rien du tout. Donc là, il y a une voie d'économie d'énergie non négligeable, avec beaucoup de questions qui se posent par rapport justement au stockage de cette énergie électrique, et donc à l'utilisation de batteries qui elles-mêmes ont un poids écologique certain, puisque la fabrication des batteries, c'est ce qui fait l'essentiel du bilan carbone des véhicules ou des appareils motorisés électriquement. Donc c'est par l'usage, en fait, qu'on verra, et c'est par les progrès aussi dans la densité de stockage de ces batteries, qu'on verra si finalement ce sont des solutions qui, certes, n'émettent pas sur le moment, mais ont un impact lors de leur fabrication.
Voilà, pour conclure. L'enherbement, les couverts végétaux permettent de capter du carbone. C'est plutôt positif. Est-ce que c'est compatible tout le temps avec les perspectives d'augmentation de température que l'on a vu dans la première partie de cette conférence? Ça, c'est une autre question. L'autre question qui va peut-être venir tout à l'heure, c'est finalement, si on parle du rôle des filières, et de la filière viticole en particulier, dans la captation du carbone, est-ce qu'il y a un prix pour ça? Est-ce que finalement, il y aura un bonus par rapport à des stratégies qui permettent de capter plus de carbone? Parce qu'il est évident que les stratégies de gestion du sol avec de l'herbe sont moins gourmandes que celles qui font appel à du travail du sol. Le choix du matériel et les bonnes pratiques d'utilisation du matériel sont aussi un levier important d'économie de carbone. Et les nouvelles technologies vont dans ce sens, mais aujourd'hui, on va dire qu'elles ne sont pas très matures. Donc, pourquoi pas, mais on demande encore à voir. Voilà, je vous remercie de votre attention.